Le flop iPhone 14 Plus. Pas de nouveau Johnny Ive. Occasion ratée. Bug Wi-Fi. Watch Ultra 2. Jeudi 2 février 2023. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 322. Bonjour à toutes et à tous. Des ventes insignifiantes pour l'iPhone 14 Plus à tel point que les commandes d'écran à ses fournisseurs par Apple seraient proches de zéro. Selon Ross Young, spécialiste du marché des écrans, les iPhone 14 Pro et Pro Max ont représenté 75% des ventes en décembre et probablement 80% en janvier. Et pourtant Fabrice, un iPhone 15 Plus serait bien prévu par Apple pour septembre prochain. Alors en fait, je pense que ça c'est pas très étonnant. On sait que les iPhones sont conçus 2 ans à l'avance et c'est ce qui s'était produit avec le modèle mini, c'est-à-dire qu'il y en a eu pendant 2 ans pour l'iPhone 12 et l'iPhone 13. L'iPhone 12 mini se vendait déjà pas très bien et on se demandait s'ils allaient continuer pour le 13, mais en gros ils ont pas pu changer la route en cours. Je pense que ça doit être pareil pour le 14 Plus. Ça a l'air d'être même pire pour le 14 Plus, c'est-à-dire que personne n'en veut. Ça avait l'air d'être le raisonnement d'Apple de se dire bon, les gens ont envie d'écrans plus grands, on va en faire un plus ou moins cher, ce qui est pas vraiment le cas en fait, parce que donc c'est grand et donc c'est cher et en plus l'iPhone 14 qu'il soit plus ou pas avec le même processeur que l'iPhone 13, donc ça a l'air d'être effectivement un gros ratage pour cette gamme-là. On va voir ce que ça va donner avec l'iPhone 15. En tout cas, les gens se sont plutôt précipités sur le haut de gamme et c'est ce qu'il semble qu'on va voir dans les prochains résultats d'Apple qui ne vont pas tarder. Coup de théâtre à Cupertino. Evans enquête chez Apple depuis 20 ans et qui avait succédé à Johnny Ive est maintenant partie et elle ne sera pas remplacée. À sa place, un groupe de 20 designers reporte, comme on dit, désormais directement à Jeff Williams, qui du coup, Fabrice, se détache parmi les successeurs potentiels de Tim Cook. Mais pour le design, est-ce vraiment rassurant ? Alors pas vraiment, ça fait bizarre quand même parce que l'ère Johnny Ive est finie et est bien finie et je pense qu'il était temps qu'elle se finisse. On en a parlé plusieurs fois dans l'hebdo, c'était allé un peu trop loin. Là depuis on a parlé par exemple à la sortie du Mac Studio que le design pêchait déjà un peu. C'était probablement une machine qui n'avait pas été conçue par Johnny Ive, une des premières véritablement, et d'aucuns la trouvent pas forcément moche, mais en tout cas peu inspirante. Et donc faire du design à 20 personnes, c'est-à-dire 20 personnes qui décident, que ce soit du design ou autre chose, si c'est ça que ça veut dire, c'est difficile quand même de prendre des décisions par comité tout le temps. Donc ça fait peut-être un peu peur pour le design. Et l'autre chose qui me chagrine un peu, si c'est le cas là pour Jeff Williams, c'est que Jeff Williams, c'est celui qui a pris la place qu'avait Tim Cook avant d'être le patron, le CEO, donc il est COO, le chef des opérations, et si c'est lui qui succédait à Tim Cook, ça veut dire que ça changerait pas grand-chose en haut de la pyramide d'Apple, et c'est dommage, peut-être, ce serait dommage de remettre une copie conforme de Tim Cook. L'ère Tim Cook a montré sa valeur et notamment en termes de milliards de dollars pour Apple, mais il semble qu'Apple soit vraiment un tournant de son histoire et remettre entre guillemets la même personne à sa tête, je trouverais ça dommage. Avec peut-être encore moins de charisme. Effectivement. Bon, alors après on peut s'améliorer, hein, ça a été le cas de Tim Cook, hein, il s'est amélioré au fur et à mesure des années, donc ça, laissons le doute planer. Le HomePod 2 arrive en magasin ce vendredi 3 février et Apple a commencé à s'expliquer sur le retour de l'enceinte connectée au même prix et sans grand changement extérieur apparent, mais à la demande générale, selon Apple, presque 2 ans après le retrait du premier HomePod. Alors j'ai moi-même participé à un briefing avec un responsable produit Apple qui a justifié le rétropédalage sur le Wi-Fi 4, qui ferait parfaitement le job tout en étant idéal, et l'impossibilité de créer une paire stéréo avec un HomePod 1 et un HomePod 2. Mais là, on sent que la volonté d'Apple est d'abord de vendre sa nouvelle enceinte, et notamment pour en faire un système home cinéma autour de votre télé. Alors Fabrice, est-ce qu'Apple n'a pas tout simplement raté l'occasion de sortir la barre de son qui tue ?
Alors pour des fans de l'Apple TV comme nous, oui, naturellement. Après, je trouve que les explications d'Apple sont plus ou moins convaincantes. D'abord pour ce qui est de créer une paire stéréo entre un HomePod d'ancienne génération et le HomePod nouveau, je suis assez... je trouve ça assez normal parce que c'est donc pas le même, le son, la teinte du son est pas tout à fait la même. Quand on achetait une chaîne hi-fi, on met une paire d'enceintes et c'est 2 fois la même quand même parce qu'on veut que ce soit équilibré entre la gauche et la droite. Et encore plus, j'imagine, avec un HomePod de deuxième génération où une paire est capable de faire du Dolby Atmos spatialisé. Donc il faut vraiment que ce soit pareil. Donc ça me choque pas tellement. Et c'est ce qui fait dire à beaucoup de gens que, en gros, le vrai prix du HomePod, c'est pas 350 €, c'est 700, parce qu'en gros, il faut en acheter 2 pour que ce soit véritablement renversant. Après, pour ce qui est du Wi-Fi 4, il manque un peu de colonne vertébrale, c'est-à-dire que en gros dedans ils ont mis et c'est le choix qu'ils ont fait une puce S7 qui est la puce de la montre et l'Apple Watch n'a jamais fait autre chose que du Wi-Fi 4. Et dans les explications données par Apple, c'est parce que ça consomme pas trop d'énergie. Enfin, c'est très important pour l'Apple Watch, mais pour une enceinte qui est branchée en permanence, gagner un demi-watt, je pense pas que ce soit vraiment important. Donc là, je trouve pas l'explication convaincante. C'est-à-dire que c'est le Wi-Fi qu'il y a dans la puce, et puis ils seront très contents quand ils passeront à la S9 ou S10 et que la montre sera passée au Wi-Fi 5 ou 6, de dire « Oh, regardez, on a fait des progrès, c'est formidable ». Mais il me semble pas que c'est un lien quelconque avec la qualité du streaming audio, par exemple. À partir du moment où on a suffisamment de vitesse de connexion, on peut entendre la musique, point. Donc voilà, ce que je trouve finalement le plus frappant, c'est que Apple se sent obligé si tôt après la sortie de donner des explications. C'est-à-dire que c'est pas blanc-bleu quand même. Peut-être une solution pour ceux, pas très nombreux hein, heureusement, qui souffrent des déconnexions du Wi-Fi avec leur nouveau Mac Mini M2 sur leur réseau 5 GHz, Fabrice. Alors, il y en a marre. Parce que ça fait des années que régulièrement, il y a des nouveaux Mac qui sortent et il y a des problèmes de connexion Wi-Fi avec. C'est quand même fou que, avec tant d'années d'expérience, Apple soit encore capable de sortir des machines pour lesquelles, de temps en temps, il y a des problèmes de Wi-Fi qui se déconnectent. Je trouve ça quand même dommage. Alors... le problème vient peut-être dans certains cas de la distance qui existe entre son Mac et sa box. On parle donc là du réseau 5 GHz. Alors pour le petit rappel, effectivement, il y a 2 sortes de réseaux Wi-Fi qui utilisent soit la bande de fréquence des 5 GHz, soit la bande de fréquence des 2,4 GHz, qui était la première utilisée avec les premières versions de Wi-Fi. Le 2,4 GHz va plus loin, mais moins vite. Et pour résumer, le 5 GHz va moins loin, mais plus vite. Donc peut-être que si on a un Mac Mini M2 et que on est un petit peu loin de sa box, alors à ce moment-là, le réseau 5 GHz peine un peu pour donner toute la puissance et toute la vitesse. Donc une des possibilités, c'est d'aller dans sa box ou dans son routeur Wi-Fi et de créer vraiment 2 réseaux différents qu'on nomme différemment, un pour le 2,4 GHz et un pour le 5 GHz. Comme ça, on peut choisir dans les préférences, les réglages système de son Mac plutôt, le réseau 2,4 ou 5 GHz. Parce que si on fait pas ça, les 2 réseaux en fait utilisent le même nom et c'est le Mac qui essaie de choisir le meilleur. Et donc de temps en temps, il semble qu'il ait du mal à choisir le bon. Et puis c'est, je crois, la première rumeur à propos de la 2e génération d'Apple Watch Ultra. D'abord, il est question d'un écran jusqu'à 10% plus grand qui pourrait atteindre ou dépasser les 50 mm de diagonale contre 49 aujourd'hui. Et il est à nouveau question d'un écran micro-LED plus fin, plus lumineux et plus économe que l'écran OLED actuel. Alors Fabrice, ce ne sera pas pour cette année, mais plutôt pour l'an prochain. Bah oui, quand même, l'Apple Watch Ultra, elle vient de sortir, alors j'exagère. Après, alors plus lumineux, sachant que l'Ultra est déjà 2 fois plus lumineuse que l'Apple Watch 8,
Bon, c'est vraiment fait pour être utilisé à l'extérieur, y compris en plein soleil, etc. Tous les tests ont montré que c'était très efficace et très agréable. Pour faire plus lumineux, il vaudrait mieux éviter qu'il y ait un écran qui consomme plus d'énergie, parce que malgré sa taille, ça reste un appareil qui est petit, donc il y a une batterie assez limitée. Après, 50 mm de diagonale... Finalement, je me dis, ce sera peut-être ça, le premier appareil à écran pliable, c'est la montre, parce que c'est tellement grand que ça recouvre tout l'avant-bras, alors on sera content de pouvoir la plier en deux. Bon, ne prenez pas ça pour une rumeur, c'est une bêtise ajoutée par moi. Allez, la quotidienne iWeek revient demain. Et ne ratez pas le numéro spécial dédié aux résultats d'Apple qui tombe ce jeudi soir.